Merci de nous rejoindre sur A24 News pour cette émission spéciale. Abdelmajid Tebboune, élu président de la République à la majorité absolue. La Cour constitutionnelle a tranché sur les recours introduits par deux candidats à l'élection présidentielle anticipée. Les résultats définitifs à cette élection ont été annoncés en début d'après-midi. Le président Abdelmajid Tebboune est donc réélu pour un second mandat à la tête du pays avec 84,30% des suffrages exprimés. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné depuis Paris de Badis Khenissa, analyste des questions géopolitiques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est également avec nous Nourdine Saadallah, enseignant à Westsup. Bonsoir, merci d'être avec nous également. Enchanté, pareillement. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Benkhrouf, analyste politique et en relations internationales. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci à vous et bien sûr bienvenue aux invités et aux téléspectatrices et téléspectateurs. C'est gentil à vous et puis Nazim Sini nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Nazim Sini qui est spécialiste des questions géopolitiques et économiste. Bonsoir Nazim Sini, merci d'être avec nous. Et merci pour votre invitation. Alors messieurs, avant d'entamer le débat, j'aimerais tout d'abord que l'on écoute l'annonce des résultats définitifs à cette élection présidentielle anticipée. Une annonce qui a donc été faite cet après-midi par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs suivants. Le nombre total d'électeurs inscrits à l'intérieur du pays et à l'étranger, 24 351 551. Le nombre total d'électeurs votants, 11 226 065. Le taux global de participation est de 46,10%. Les bulletins nuls, 1 764 637. Voix exprimées, 9 461 428. La majorité absolue, 4 730 715. La Cour constitutionnelle annonce ce qui suit. Monsieur Tebboune Abdelmajid, président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat. Il entamera sa mission immédiatement après son investiture, conformément à l'article 89 de la Constitution. La victoire a été obtenue lors de l'élection avec une majorité des voix exprimées par les électeurs. Monsieur Tebboune Abdelmajid a recueilli 7 976 291 voix, soit 84,30% des suffrages exprimés. Monsieur Hassani Sherif Abdelali a recueilli 904 642 voix, soit 9,56% des suffrages exprimés. Monsieur Aouchiche Youssef a obtenu 580 495 voix, soit 6,14% des suffrages exprimés. ما يمثل 6.14%. Les deux recours déposés par les deux candidats Abdelali Hassani Sherif et Youssef Aouchiche ont été acceptés tant sur la forme que sur le fond. Regardez. وبعد دراسة الطعنين Après examen des deux recours déposés auprès du secrétariat de régulation de la Cour constitutionnelle par les candidats Hassani Sherif Abdelali du mouvement de la Société pour la paix et Aouchiche Youssef du Front des forces socialistes, ceux-ci ont été acceptés tant sur la forme que sur le fond. La Cour constitutionnelle informe l'opinion publique que cette annonce ainsi que ses décisions statuant sur les recours seront publiées au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Alors après une période de flottement qui a duré quelques jours à la suite donc, des annonces illisibles de l'autorité nationale indépendante des élections, comme dénoncé par un communiqué commun signé par les trois candidats, la Cour constitutionnelle tranche sur la question et annonce des résultats définitifs. Premier enseignement, un taux de participation revu à la hausse et des scores différents pour l'ensemble des candidats. On le rappelle, on va les voir s'afficher à l'écran. Abdelmadjid Tebboune a été donc réélu à la majorité avec 84,30% des suffrages exprimés. Le candidat Abdelali Hassani Cherif, lui, a obtenu 9,56% des suffrages. Et quant à lui, le candidat Youssef Aouchiche a obtenu 6,14% des suffrages exprimés. Monsieur Mohamed Ben Khorouf, je commence avec vous. Quelle lecture faites-vous de ces nouveaux chiffres? Ces nouveaux chiffres, pour nous, d'abord, ils étaient attendus. Pourquoi? Parce que les trois candidats qui étaient partis par les primaires représentaient trois courants politiques. Trois grands courants politiques algériens. Donc on s'attend à ce que ces grands politiques algériens rassemblent les familles de chaque clan. Et les bureaux d'études et opinions avançaient le chiffre de 20% pour chaque courant politique. Mais cela n'a pas été sur le terrain parce que l'Algérie est un pays qui est en voie de démocratisation et le citoyen exerce son pouvoir de décider qui le représente comme chef d'État, comme député à l'Assemblée nationale ou autre. Donc c'est une pratique qui commence à gagner du terrain et pour cela que vous avez cité tout à l'heure dans votre introduction, une période de flottement. Pourquoi cette période de flottement? C'est attendu par nous. Pourquoi? L'Algérie est un continent. On a des problèmes, il faut le dire, des problèmes de réseau, Internet, donc on ne peut pas donner ces résultats de Ain-Gizam, d'Ain Salah, de Tamnaraset, d'Adrar et des 50 wilayas dans au moins de 48 heures. Ajoutons à cela donc les procès-verbaux n'ont pas pu arriver au siège national de la haute autorité des élections, donc qui a laissé le temps aux spéculateurs justement d'avancer et de jouer sur ces chiffres-là. Il y avait deux chiffres qui ont été annoncés. Ces deux chiffres ont été bien clairs. Sauf que le taux donc, a changé, a vu une modification après les vrais calculs. La confusion était au départ 48% de participation et 5 millions de voix, 5 millions 600 et quelques de voix. Ça ne coïncidait pas, ça ne correspondait pas. On a beau faire les calculs, non, ça ne marchait pas. Soit 20% qui ont été qui ont été prononcés, ou 48%. Donc si c'est 48%, c'est le chiffre réel de 11 millions d'Algériens qui se sont déplacés pour lever cette confusion. Mais je dirais qu'il y a une responsabilité quelque part. Et cette responsabilité doit être aujourd'hui claire pour tout le monde. C'est la haute autorité nationale qui était chargée du bon déroulement depuis sa convocation pour ces élections-là jusqu'à l'annonce par le juge de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs. Et après, il y aura encore une annonce par le ministre de l'Intérieur. Donc c'est le cheminement qui est prévu par la loi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, le chiffre de participation pour nous est attendu. On peut même le comparer avec beaucoup de démocraties en Europe notamment, mais aussi dans le monde entier. Ce n'est pas une spécificité algérienne, mais je crois que l'Algérie aujourd'hui est surveillée de très près. La démocratie en Algérie est surveillée de très près par les grandes puissances qui, peut-être par certaines, qui voulaient utiliser cet argument-là des chiffres de flottement pendant une semaine pour attaquer ou s'attaquer à tout ce qu'a réalisé l'Algérie jusqu'à présent, avec même s'il y a des échecs. On est majeur et vacciné, on peut assumer aussi les échecs, on peut assumer nos erreurs. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'a pas à justifier envers les autres ce processus démocratique et cette opération des élections présidentielles. Bien au contraire, elle doit le prendre au sérieux et prendre aussi les enseignements qui se suivent pour éviter ce genre d'incident qui peut être nourri par certains lobbies ou certaines personnes qui ne souhaitent pas du bien pour l'Algérie. Très bien. Nourdine Saadallah, je vous vois hocher de la tête. Vous pensez que certaines puissances, certains pays ont voulu justement utiliser cette période de flottement pour s'attaquer à l'Algérie? Effectivement, compléter et aller dans le même sens est un signe de bonne santé démocratique. Voilà. On a eu
des chiffres qui correspondaient pas. Il y a eu un recours, il y a eu un juge de la Constitution, effectivement, qui a tranché. Je crois que ça, c'est un exemple de démocratie qu'on a donné au monde entier. Alors, effectivement, qu'il y ait des forces extérieures sur cet épisode sensible de l'Algérie, qui ont commenté, critiqué, ont voulu peut-être essayer de faire monter une sauce qui n'existait pas. Je prends l'exemple du courrier international, par exemple, qui... allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, on vous entend. Oui, je prends l'exemple du courrier international en France qui titrait encore le 12 septembre que c'est le taux d'abstention record de l'Algérie, le taux d'abstention record de l'Algérie. On pourra revenir aussi sur le taux d'abstention et de son évolution, et puis on le compare par rapport à quelle année. Si on le compare par rapport à 2019, eh ben le taux de participation était en augmentation. Voilà. Ensuite, ce même journal, même d'autres journaux, dans quelques pays qui nous veulent pas forcément du bien, disait que le nombre de votants pour le candidat Tebboune est en augmentation de 350 000 voix. Quand on regarde les chiffres au total, on passe de 4,9 millions, me semble-t-il, en 2019 à presque 8 millions. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 3 millions de votants pour le candidat Tebboune, pour le président Tebboune, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc oui, quand on voit les chiffres qu'ils annoncent dans leurs journaux, dans leurs titres de télé, et la réalité après qui est évoquée aujourd'hui, on peut qu'admettre qu'ils n'avaient que pour seule intention de vouloir déstabiliser ce grand moment démocratique qu'on a pu vivre. Très bien. Nazim Sini, on continue à parler de ces médias français, j'allais dire occidentaux, mais finalement non français. Ils n'ont pas attendu l'annonce des premiers chiffres pour se prononcer, pour entamer une campagne de dénigrement de cette élection présidentielle, mais aussi du président Abdelmadjid Tebboune. Oui, totalement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on leur a donné une leçon de démocratie. Vous imaginez que pour la première fois dans l'histoire du pays, les 3 candidats ont été mis en recours. Ce recours a été accepté, a été analysé, et nous avons aujourd'hui des résultats qui reflètent parfaitement la réalité des chiffres et de la mobilisation autour de cette élection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays représente un concurrent pour la France, un concurrent commercial, un concurrent démographique aussi. Et puis, il y a un leadership qui est disputé au sein de la Méditerranée. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est vu par certains comme étant une puissance qui ne se soumet pas aux désirs colonialistes, aux relents impérialistes de certains pays. Et c'est en cela que l'Algérie fait l'objet très souvent de campagnes de dénigrement, fait l'objet aussi de sujets dans les médias mainstream. Et c'est très important que nous, derrière, on puisse aussi s'organiser pour dire, regardez, dans notre pays, il y a un processus démocratique, il y a des mécanismes constitutionnels qui sont non seulement respectés, mais aussi qui ont une crédibilité. Ça aussi, c'est très important. Mais aujourd'hui, ce qui me semble important, ce qui est pour moi crucial, qu'il faut retenir, c'est que l'épisode et ce chapitre politique arrive à sa fin. Maintenant, on va devoir ouvrir un autre chapitre qui est celui des urgences économiques, des réformes, etc. Donc, moi, je suis très content que, voilà, nous avons des chiffres officiels confirmés par la Cour constitutionnelle. Et puis, honnêtement, voilà, on continue notre bonhomme de chemin. Nous avons des chantiers à ouvrir qui sont très importants, des défis à relever pour ce prochain quinquennat. Et puis, laissons les autres parler à notre place. De toute manière, nous savons vers où nous voulons aller et nous avons des forces vives qui sont là pour ça. Badis Khnissa, alors je vous reprends, Nazim Sini, c'est 2 recours qui ont été formulés, non pas 3, 2 recours. Donc 2 recours ont été formulés, Badis Khnissa. Il y a eu celui du candidat Abdelali Hassani Cherif et celui de Youssef Aouchiche. Les 2 recours ont été examinés et retenus par la Cour constitutionnelle. Est-ce là, selon vous, un gage d'une pratique démocratique de la politique en Algérie, une garantie de transparence ? Il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, l'Algérie est en totale corrélation et en phase avec l'image qu'elle véhicule, mais au-delà de l'image, c'est-à-dire aussi les actes et les étapes franchies d'une manière significative dans le processus d'édification de l'état de droit. Donc l'état de droit exige aujourd'hui, comme nous l'avons assisté avec fierté et honneur, cette démonstration démocratique, bien évidemment dans le cadre des prérogatives de la Cour constitutionnelle, mais au-delà aussi, c'est pour
exprimer la démocratie. D'ailleurs, je reprends expressis verbis l'expression notamment du président de cette Cour constitutionnelle, où on a considéré les candidats tous sur le même piédestal, mais surtout aussi avec la même approche, avec les mêmes droits, de manière à non seulement représenter cette démocratie à laquelle nous aspirons et laquelle aujourd'hui nous pouvons témoigner d'une manière beaucoup plus palpable, mais surtout aussi il en va de la crédibilité, de la légitimité de ces élections, puisque vous savez, c'est une étape cruciale, une étape sensible, une étape stratégique, ultra surveillée et épiée de très près par les amis comme par les ennemis, mais surtout par les ennemis. Il n'y a qu'à voir justement les titres de certains médias occidentaux qui se targuaient de voir cette peut-être cacophonie, mais qui aujourd'hui, d'un revers de main, a été corrigé, un verbatim qui, encore une fois, avec une correction certes, parce que personne n'est infaillible, la perfection n'est pas de ce monde, et on a permis justement de corriger, de faire ce verbatim pour redonner droit d'abord aux candidats vainqueurs, puisque là aussi il y a eu une correction significative, mais aussi par rapport aux autres candidats. Donc nous n'avons pas honte de dire qu'effectivement, il y a eu peut-être quelques lacunes. Vous savez, c'est normal, nous n'avons pas 3 siècles de démocratie. L'état de droit ne se fait pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au lendemain de son élection plébiscite aussi, à l'époque, au lendemain aussi du Hirak authentique al-Mubarak, a mis en place justement l'Algérie sur les rails, mais surtout aussi ce processus de refondation, de reconfiguration aussi de la politique pour lui donner ses titres de noblesse, mais surtout aussi pour lui donner ce côté vertueux. Et aujourd'hui, nous le voyons à travers une campagne électorale digne de ce nom, exemplaire à plus d'un titre, mais surtout aussi des résultats qui, sans équivoque, démontrent que non seulement le peuple algérien, y compris la communauté, était au rendez-vous, mais surtout aussi que nous sommes fin prêts et disposés à continuer justement dans cet élan du premier mandat et la capitalisation justement de ce bilan pour en faire, pour le transcender avec une intelligence collective, avec des actions aussi collectives, dans une cohésion, une unité nationale sans précédent pour non seulement prémuniser notre État-nation, mais surtout aussi pour protéger ses acquis et, encore une fois, en faire un levier d'action pour faire taire les mauvaises langues. Badis Khnissa, est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'Algérie? C'est un moment décisif. Écoutez, nous sommes dans une période charnière, effectivement. Nous sommes aujourd'hui, le peuple algérien a renouvelé sa confiance pour un second mandat au président de la République, mais au-delà de cette confiance, c'est aussi les aspirations, puisque le président a su, pendant ce premier mandat qui a été quand même imputé de 2 années, notamment par rapport à la crise du Covid et notamment aussi par rapport à cette crise économique subsidiaire en conséquence, et d'ailleurs sur laquelle l'Algérie est restée debout sur ses pieds à travers une vision et à travers une rétrospective, mais aussi une vision pragmatique, notamment du président de la République, économiquement parlant. Et au-delà de cela, le président a su aussi semer l'espoir, a su réconcilier le peuple algérien et la communauté nationale avec l'espoir, avec les aspirations, avec ses rêves, justement, pour en faire une réalité. Et donc aujourd'hui, oui, c'est un jalon historique. Oui, c'est un jalon sensible et stratégique, notamment pour le peuple algérien, parce que nous nous inscrivons dans la continuité, justement, de cette action, ce plan d'action qui a été mené à bien tant en interne qu'externe sur les relations internationales, mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls dans ce monde, nous évoluons dans un contexte géopolitique et géosécuritaire ultra sensible, dans un monde fébrile, dans un échiquier international en perpétuelle mutation et évolution favorable et défavorable, et c'est pourquoi aujourd'hui il fallait démontrer cette symbiose, cette cohésion nationale, cette unité du peuple algérien avec ses institutions et à leur tête la présidence et aujourd'hui le président de la République à qui nous avons donné un blanc-seing, mais surtout nous avons donné un levier d'action, de légitimité, tant sur l'échelle nationale qu'aussi internationale, pour permettre encore une fois l'essor de l'Algérie, mais surtout aussi de la prémunir de toute attaque passée, présent ou future. Alors messieurs, il y a eu de nombreux dirigeants mondiaux qui ont salué la victoire de Abdelmajid Tebboune en saisissant cette occasion pour réaffirmer leur engagement à travailler main dans la main avec l'Algérie. Aujourd'hui, il y a eu notamment les félicitations de la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président tchadien, Mahamat Déby Itno, et le président de la République tchèque, Petr Pavel. Alors, je reviens vers vous, Mohamed Benkharouf. Comment déchiffrer ce langage lorsque l'on sait qu'ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour féliciter le président Tebboune, finalement?
Il y en a qui n'ont pas Voilà, attendu il y en a qui n'ont aujourd'hui pas parce qu'ils aujourd'hui savaient attendu que aujourd'hui. le président Tebboune va être réélu. Ils ne savaient pas à quel pourcentage exactement, mais ils savaient pertinemment qu'il va être réélu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Le premier, c'est que depuis son élection en premier mandat, donc, il a réussi à stabiliser le pays malgré les tentatives de déstabilisation qui sont menées jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, hein, qui continuent à déstabiliser l'Algérie, que ce soit en intégrant à l'intérieur de la société algérienne des phénomènes qu'on appelle des phénomènes qui peuvent créer des tensions entre le peuple, entre les factions du peuple algérien. Ça n'a pas marché. Après, ils ont essayé de salir un petit peu l'institution militaire, que cette institution, et c'est elle qui produit les présidents, c'est elle qui gouverne tout, c'est elle qui prend tout. Donc, ils ont échoué aussi, parce que cette institution est garantie de la stabilité de l'Algérie, garantie de l'unité du peuple algérien, comme l'a cité tout à l'heure, garantie de l'unité territoriale géographique de l'Algérie, mais aussi, pendant le premier mandat, Tebboune a réussi, Abdelmadjid Tebboune a réussi à placer l'Algérie dans ce contexte international qui était très mouvementé. Le monde bouge rapidement, on ne sait pas qui avec qui, on ne sait pas qui prépare quoi. Surtout la question de la Palestine a dévoilé tous les masques et a fait tomber tous les masques. L'Algérie n'a pas hésité un instant d'affirmer ses principes fondamentaux, de rester et d'accompagner les pays qui luttent pour leur indépendance selon la Convention des Nations Unies, et que l'Algérie encourage toujours à jouer son rôle et même appeler à réformer cette institution pour qu'elle soit une institution équitable qui assure la paix dans ce monde-là, à œuvrer dans le Conseil de sécurité pour préparer une résolution pour arrêter ces massacres qui étaient produits en Palestine, à Gaza en particulier, malgré le veto américain, une fois, deux fois, trois fois, mais l'Algérie n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, elle a continué sur le plan aussi diplomatique de sensibiliser le monde entier que nous allons vers un monde inconnu, un monde incertain, où il n'y a plus de loi ni foi. La loi qui existe aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Est-ce qu'on continue à exercer de cette façon-là, ou on ouvre une porte, une brèche à une troisième guerre mondiale? Donc l'Algérie a réussi quand même à rester stable, à rester calme, et travailler sur l'intérieur algérien, qui a bien sûr... c'est pas assez, on dit que c'est pas assez, mais il y a beaucoup d'avancées sur le plan social. Il y a à travers les allocations qui étaient fournies aux femmes au foyer, aux étudiants, une légère hausse aux étudiants, aux retraités aussi, les couches sociales les plus défavorisées. C'est un geste qui n'a pas été fait dans le passé. Donc il faut encourager ce genre de choses. Il y a aussi en parallèle le renforcement des institutions de l'État, en particulier les institutions économiques, comme l'a bien cité tout à l'heure, parce que sans une économie forte, on ne peut pas y aller loin. L'Algérie possède tous les atouts aujourd'hui, plus que d'autres pays. Il l'a comparé tout à l'heure avec certains pays de l'Algérie gêne aujourd'hui beaucoup. Ne gêne pas uniquement ses voisins, ses rivales, mais gêne aussi les grands pays aujourd'hui, parce que elle n'est pas, c'est le seul pays dans la région qui n'est pas endetté, qui n'est pas... on ne le tient pas par le bras, par le FMI, ben voilà, tu appliques notre politique et tu te tais, comme on l'a vu dans un premier temps, on a souffert. Les années 90 étaient bien là, et on peut se rappeler de cela. Deuxièmement, les richesses que possède l'Algérie, elles sont nulle part ailleurs. L'Algérie, une grande partie, plus les experts l'ont estimé, il y a certaines riches minières et en matière de ressources, en eau aussi, 70% de la réserve mondiale est sous le sol algérien. Les ressources minières, des terres rares que les experts ont avancé pour les nouvelles technologies de l'industrie technologique du futur, l'Algérie a tous ces atouts-là. En plus, elle a un atout très particulier qui est sa jeunesse, qui sont ses compétences. Les compétences algériennes aujourd'hui qui sont sorties, diplômées des universités algériennes, de l'école algérienne, sont fiers de travailler et d'affirmer à l'étranger que ces compétences-là sont d'un rang international et que l'Algérie donc possède tous ces atouts-là et peut demain jouer dans la cour des grands. C'est la raison pour laquelle ces gens-là veulent toujours c'est-à-dire redonner ou affirmer cette attitude qu'ils avaient envers l'Algérie, toujours un regard de colonisateur.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas bouger sans nous, vous ne pouvez rien faire sans nous, les Occidentaux, parce que nous possédons la technologie, nous possédons l'argent, nous possédons tout. Donc l'Algérie aujourd'hui, elle avance à petits pas, mais des pas sûrs vers une vraie démocratisation du pays, vers une vraie sécurisation du pays, en sécurité en plus large du terme, sécurité militaire, sécurité des territoires algériens, des menaces aux frontières libyennes, des menaces aux frontières avec le Maroc, des menaces aux frontières du Sud, le Mali et le Niger. Donc tout cela, l'Algérie, elle a résisté et elle tient à résister avec son institution militaire qui est là pour garantir justement cela, c'est son rôle, mais aussi des institutions telles que l'institution de la présidence et d'autres institutions, justement, l'Assemblée nationale, qu'on verra après. Parce que ce pourcentage que la Cour constitutionnelle nous a donné, et ça veut dire quoi dans les démocraties occidentales? Cela va être renforcé par des élections législatives prochaines qui, par rapport à ces législatives, sera nommé le futur Premier ministre, le futur chef du gouvernement, selon justement cette nouvelle position de l'Assemblée nationale qui renforcera justement cette démarche démocratique de l'Algérie qui a été débutée depuis ces élections, depuis le premier mandat, après le Hirak Moubarak de 2019. Très bien. Nordine Saadallah, je reviens vers vous. La réélection de Abdelmajid Tebboune intervient au moment où de nombreux pays s'apprêtent à aller aux urnes. Nous le disions tout à l'heure, nous sommes clairement face à une reconfiguration des rapports de forces internationaux. Quelle portée supplémentaire apporte cette élection à un pays comme l'Algérie, justement? Alors, écoutez, le peuple algérien s'est pas trompé. Il a réélu un chef d'État providentiel. Il répond à tous les critères du chef d'État providentiel. C'est celui, à un moment donné, qui a apporté des changements nécessaires à un moment critique. C'est celui qui a su redresser des situations difficiles. Et on le voit dans un certain nombre de domaines, et notamment le développement économique. Et c'est aussi celui qui rehausse l'ordre. Et on le voit, la stabilité aux frontières, comme le précédent intervenant l'a évoqué. Il faut rappeler que l'Algérie a 4000 kilomètres de frontières avec des pays, soit qui ne sont pas très favorables, je pense au Maroc, la Libye, on l'a vu aussi avec cet épisode cet été, le Mali, et puis le Niger. Donc il faut être en capacité aussi de pouvoir sécuriser 4000 kilomètres de frontières avec des pays soit en situation d'instabilité en ce moment, soit effectivement qui ne sont pas forcément ou qui ne nous prêtent pas beaucoup d'attention dans leur cœur. Voilà. À côté de ça, c'est un pays qui a 5 fois la superficie de la France, ce qui veut dire que on doit couvrir en termes de sécurité aérienne cette superficie-là. Me semble-t-il, 1600 kilomètres de côtes aussi à sécuriser. Donc on voit bien que il faut garantir tout ça. Et ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu un effort énorme qui a été fait par le président Tebboune, avec l'armée bien sûr, pour sécuriser nos frontières. Donc les Algériens, encore une fois, sur cet aspect-là, ne se sont pas trompés. Voilà. Très bien. Badis Khnissa, le second mandat ne sera pas de tout repos finalement pour Abdelmajid Tebboune. On sait que le premier mandat s'achève avec des signaux plutôt positifs, mais des défis de taille attendent le président Tebboune, notamment géopolitiques et sécuritaires. Alors tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais de cette tribune qu'on rende hommage à des hommes et des femmes qui, sans eux, cette élection présidentielle n'aurait pas été une fête démocratique. Et là, je reviens à l'institution militaire, je reviens au corps de sécurité. Rappelons-le, peu avant les élections, cette tentative de déstabilisation avec une introduction d'armes sur le territoire national diligentée par des groupes terroristes qui ont pris comme base arrière certains pays occidentaux. Donc il est très important aujourd'hui de rappeler ces éléments car, encore une fois, pour démontrer que l'Algérie est toujours debout, l'Algérie vont debout en tout cas avec ses institutions, avec aussi son peuple centre de gravité de toute autorité et de tout pouvoir pour mener à bien, encore une fois, cette Algérie nouvelle, cette Algérie aujourd'hui victorieuse et cette Algérie qui
sans nul doute, construira d'un pas sûr cet espoir et surtout cet avenir tant attendu dans lequel beaucoup de peuples algériens ont je dirais, attendu depuis quelques décennies déjà. Je reviens sur votre question. Effectivement, moi, j'aime dire en fait que le premier mandat était un mandat de stabilisation, était un mandat où le président de la République, au lendemain d'un hirak authentique Moubarak, a écouté, a entendu le peuple algérien, et pour ce faire, effectivement, il a reconfiguré, comme je disais, le système politique lui-même, puisque nous parlons d'une stabilisation aussi, y compris politique, mais également économique, avec cette diversification, et je parle sous le contrôle de mon ami Nazim. Beaucoup de mesures ont été faites dans ce sens, où on est passé des slogans creux à des actes, je dirais, palpables, mesurables, tangibles, qu'on pourrait voir se concrétiser sur le terrain. Mais l'aspect le plus fondamental, je dirais, c'est effectivement l'aspect politique, où il fallait renouer, reconstruire cette confiance, cette rupture peut-être par le passé entre le gouvernant et le gouverné, entre le peuple et justement les dirigeants politiques, y compris aussi les partis politiques, parce qu'il y a eu cette question justement de la société civile, comment la rendre effective, efficiente, notamment aux côtés justement des décideurs pour élaborer, rédiger des politiques, qu'elles soient locales ou même nationales à l'échelle des parlements. Le Parlement, parlons-en aussi, ce rajeunissement du Parlement avec une guerre sans merci contre cette corruption, l'achat des sièges, rappelez-vous. Donc, il a su, en tout cas, dans ce premier mandat, créer un écosystème favorable, un écosystème positif qui permet, qui favorise, qui facilite effectivement, lors de ce deuxième mandat, de pouvoir prendre la tangente, transcender justement ces énergies vives, ces énergies positives, notamment du peuple, y compris la société civile. Une société civile que je rappelle est un allié stratégique de l'État-nation, est un allié stratégique du gouvernement et de l'État. Donc pour permettre justement non seulement de continuer à construire cette Algérie dans une construction consensuelle, dans une unité nationale, une cohésion sociale, avec toujours le caractère social de l'Algérie, qu'on en déplaise à certains ennemis, mais surtout aussi avec un focus, avec une concentration sur les défis de demain. Et vous l'avez évoqué effectivement, parmi ces défis, au-delà du défi interne, notamment sur cette continuer à élaborer, à réformer des réformes structurelles pour permettre de défendre l'intérêt de la nation, mais aussi l'intérêt et les aspirations du peuple. Il y a aussi, rappelons-le, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ces enjeux géopolitiques et géosécuritaires. N'oublions pas que l'Algérie, oui, elle dérange par sa position, par ses positions honorables, responsables et dignes, mais surtout bienveillantes vis-à-vis des causes justes, notamment des causes des peuples opprimés, oppressés, colonisés, le Sahara occidental. L'Algérie qui ne baisse pas de ton, Badis Renissa, l'Algérie qui ne baisse pas de ton dans les institutions internationales, justement pour défendre ces causes justes, et y aller avec une telle légitimité populaire. Serait-ce selon vous, je reste avec vous, serait-ce selon vous un atout supplémentaire pour le président Abdelmadjid Tebboune qui en fait, on le sait, un cheval de bataille? Mais plus qu'un atout, effectivement, c'est une protection, c'est une plateforme, une rampe de lancement géopolitique pour permettre au président de la République d'avoir tout son peuple vent debout, tel un homme, un seul homme et une seule femme, pour permettre justement, en projection, en prolongement justement de la politique nationale, qu'elle s'illustre en politique internationale. Vous savez, la diplomatie s'alimente, se renforce justement du front intérieur qui, plus il est consolidé et renforcé, plus le président, le chef de l'État, est à même de pouvoir défendre les positions de son pays. Donc c'est ce qui s'est passé depuis quelques années. D'ailleurs, c'est pourquoi l'Algérie dérange. L'Algérie ne veut pas être simple actrice, spectatrice, notamment sur l'échiquier international. Rappelez-vous, au lendemain du vote plébiscite de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité comme membre observateur. Le président de la République a envoyé une lettre très explicite, très expressive aussi, à Guterres pour lui expliquer que nous ne serons pas un spectateur de plus dans cet hémicycle, mais plutôt un acteur sérieux, un acteur qui mesure la responsabilité notamment de cette mission, de cette adhésion, et on l'a démontré à maintes reprises, et je pense que malheureusement le génocide de Gaza, et c'est ce qui se passe à la guerre en Palestine, a démontré que l'Algérie joint les paroles aux actes, l'Algérie est responsable, l'Algérie
honore justement sa parole, honore ses positions, des positions, rappelons aussi, qui tirent leurs racines de l'ADN elle-même de la diplomatie algérienne, la diplomatie révolutionnaire, celle qui ne se tait jamais contre l'injustice, contre l'inéquité, contre le sous-développement, contre la mise sous tutelle de certains pays néocolonialistes, celle qui se met vent debout aux côtés des peuples opprimés. Et je pense que, et c'est un honneur aujourd'hui de dire qu'effectivement, la diplomatie algérienne est devenue la boussole de la diplomatie internationale, puisque la diplomatie algérienne, sous la vision aguerrie, mais surtout structurée du président de la République depuis quelques années, a su se hisser sur le toit de la diplomatie internationale, a su même être écoutée du propre aveu de certains, notamment chefs d'État, pas plus tard que justement Emmanuel Macron il y a quelques mois, qui disait qu'effectivement les résolutions proposées et rédigées par l'Algérie, ce sont des résolutions pragmatiques qui donnent le là, qui donnent le cap, qui donnent des solutions concrètes, y compris aussi, j'en oublie peut-être d'autres dossiers latents, notamment de conflits comme la Libye, comme le Mali. L'Algérie, de tout temps, a été toujours une force de proposition. Et je pense que le président de la République, avec cette renouvellement de légitimité notamment, avec cette consolidation et capitalisation des actions menées dans le premier bilan, il pourra encore une fois en faire un autre levier supplémentaire qui va ajuster ou réajuster peut-être la configuration, mais surtout l'échiquier international pour la quête ultime qui est celle, en tout cas pour l'Algérie, de travailler pour un monde plus juste, plus équitable, mais surtout aussi qui ne met en marge aucun pays, encore moins les pays du Sud global. Très bien. Nazim Sini, je voudrais à présent qu'on parle de votre sujet de prédilection, l'économie. Face aux tensions géostratégiques aux frontières de l'Algérie, il y a aussi le défi de la confirmation de la relance économique qui attend le président Abdelmadjid Tebboune dans de nombreux secteurs. Doit-on s'attendre pour ces 5 prochaines années à une nouvelle feuille de route ? Oui, totalement. Et puis, vous savez, c'est la mère des batailles. Aujourd'hui, comme l'a dit mon camarade, effectivement, si vous voulez consolider un pays, il faut que vous ayez une économie qui soit très forte. D'ailleurs, vous le voyez à travers le monde, tous les débats politiques parlent autour de l'économie. L'élection prochaine aux États-Unis, le cœur des débats entre les deux candidats parle d'économie américaine. Et puis, on assiste aussi à un retour du protectionnisme. En fait, si vous voulez, il suffit de revenir quelques années en arrière, la pandémie de Covid-19 a montré l'extrême vulnérabilité de certains pays et leur dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs étrangers. Et l'objectif aujourd'hui de la plupart des pays au niveau mondial, c'est de pouvoir réindustrialiser et relocaliser des pans entiers de leur industrie. Et effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune l'a parfaitement compris. D'abord, il faut savoir dans quel état il a récupéré le pays. En 2019, l'économie était totalement sclérosée. Il y a eu des réformes et des ajustements qui ont dû être nécessaires dans un contexte mondial totalement bouleversé, avec une pandémie mondiale, la première du XXIe siècle, une guerre russo-ukrainienne. Je tiens à rappeler que les deux pays produisent à eux seuls 80% justement de l'huile de table. Donc ça a perturbé l'ensemble des marchés alimentaires. Et puis derrière, il y a eu aussi des céréales aussi, exactement. Sans parler aussi des tensions entre la Chine et Taïwan, qui représentent à eux seuls 80% de la production de semi-conducteurs. Vous savez, ces petites puces que l'on trouve un peu partout dans nos objets électroniques. Donc vous imaginez dans tout cet amas, cette constellation d'incertitudes et de volatilité, il a fallu justement continuer à notre réforme et surtout la diversification de notre économie. Ces 5 prochaines années, elles vont être stratégiques pour le pays. D'abord, vous savez, tous les chantiers pour moi sont urgents, que ce soit en matière industrielle, en matière agricole, en matière numérique, mais aussi moderniser l'appareil d'État à travers justement la digitalisation de nos services. La numérisation et l'innovation. Exactement. Pour moi, c'est un des chantiers majeurs pour le président pour ces 5 prochaines années. Et puis surtout, vous savez, vous le voyez aujourd'hui, le monde est totalement bouleversé avec l'intelligence artificielle qui va occuper une place prépondérante dans nos vies personnelles, mais aussi dans le monde professionnel dans lequel on évolue. Sans parler aussi de la décarbonation du monde qui est en train d'être entamée par des pays développés. Donc aujourd'hui, on sait que l'économie mondiale est carbonée à 80%. Elle ne le sera plus qu'à 50% d'ici 2030. Donc il va falloir nous aussi inclure le mix énergétique dans notre stratégie de développement à travers justement la production électrique de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, de la géothermie, etc. Et puis aussi mettre la jeunesse au cœur de ce projet de transformation économique. C'est très important, à travers de la formation, à travers la réforme de notre système éducatif, mais aussi de l'enseignement supérieur. Nous avons une ressource qui est extraordinaire. Vous savez que 60% des 46 millions d'Algériens ont moins de 30 ans. On fait partie du top 10 des pays qui avons l'un des plus grands taux de jeunesse au monde. Donc il y a la Turquie, il y a d'autres pays comme ça. Et puis surtout, il va falloir aussi amener un peu de tertiarisation dans notre pays. Regardez la Turquie, le Mexique,
Mexique, l'Indonésie, qui ont aujourd'hui 20 à 30% de services dans le PIB, leur PIB nominal. Donc, pour vous dire que il y a 5 ans qui s'ouvrent devant nous. Il va falloir entamer des réformes profondes, continuer sur nos acquis. Donc, nous avons des résultats qui sont très probants. D'ailleurs, le FMI, la Banque mondiale et même l'OCDE le confirment pour 2023. Maintenant, le vrai défi, c'est internationaliser un peu plus notre économie, attirer des IDE, donc des investissements directs étrangers, mais aussi, encore une fois, propulser le pays vers la voie de l'émergence. Vous évoquez justement des résultats probants. Alors, dans son message de félicitations, Charles Michel a affirmé vouloir œuvrer ensemble, donc avec l'Algérie, à l'approfondissement des relations bilatérales, donc avec l'Europe, sur la base de l'accord d'association, notamment dans les domaines de la sécurité énergétique et la stabilité régionale. Nazim Chini, actuellement, l'Algérie est le 3e fournisseur mondial de l'Europe en gaz et elle entend devenir un acteur majeur de l'approvisionnement en énergie vers ce continent. L'Algérie commence aujourd'hui à jouer un rôle incontournable au niveau de l'Europe, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, la crise énergétique. Pensez-vous que Abdelmadjid Tebboune va justement s'appuyer sur cette stratégie qui, il faut le dire, a été gagnante pour l'Algérie? Tout à fait. Et puis, il faut affirmer notre ADN énergétique. L'Algérie a des ressources extraordinaires, pétrole, gaz, minerais, phosphate, fer. D'ailleurs, juste pour faire un petit parallèle, nous sommes le 2e exportateur mondial de clinker, derrière le Vietnam. Et les chiffres que je vous annonce sont vérifiables, hein. Ce sont des informations sourcées, informées. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Non, parce que je vois déjà venir certaines critiques, mais c'est aujourd'hui, nous sommes le 2e exportateur au monde de clinker. Au niveau du gaz et du pétrole, effectivement, nous sommes devenus un fournisseur fiable et incontournable pour l'Europe. Surtout depuis le conflit russo-ukrainien, il va falloir sécuriser ces contrats, surtout amener une relation qui soit un peu plus équilibrée. La plus grosse difficulté qu'on a eue ces dernières années, c'est d'avoir des rapports avec l'Union européenne qui ont avantagé justement les entreprises européennes au détriment des entreprises algériennes. Et un des combats justement du président Abdelmadjid Tebboune, c'est de rééquilibrer cette relation commerciale au profit des entreprises algériennes notamment. Et évidemment, la place de l'énergie est centrale. D'abord, nous sommes aujourd'hui un pays qui sait valoriser justement ces ressources-là. Nous avons une industrie pétrochimique qui est très importante, un savoir-faire, une expertise qui date depuis 40 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce savoir-faire-là est reconnu par le monde entier. D'ailleurs, il y a même certains pays voisins africains qui font appel à l'expertise algérienne, notamment le Sénégal qui a découvert des gisements de pétrole, qui va signer des accords de partenariat avec notre entreprise nationale. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est, je vous ai dit encore une fois, c'est sécuriser ces contrats, confirmer notre place de fournisseur incontournable et puis aussi aller vers d'autres pays pour tisser des alliances stratégiques, mais aussi trouver d'autres clients à travers le monde. Nordine Saadallah, je reviens vers vous. La diversification de l'économie nationale, c'est une des priorités pour le président Abdelmadjid Tebboune. Alors, oui, alors pour venir compléter ce que il a été évoqué, je reviens sur la position géostratégique de l'Algérie. L'Algérie, c'est la porte ouverte sur la Méditerranée et l'Europe, mais c'est aussi la porte ouverte sur le Sahel et l'Afrique du Sud. On a un projet structurant qui est le projet de transsaharienne, donc cette fameuse route de plus de 9400 km qui va de Alger jusqu'à Laos. Donc une route, mais aussi des gazoducs et de la fibre optique. On en reparlera peut-être dans le cadre du sujet de ce soir, et notamment sur tout ce qui est volet numérisation. Donc on voit bien que l'Algérie renoue avec sa tradition de plaque tournante au niveau du bassin méditerranéen, ce qui lui confère de fait le rôle de puissance régionale. Et effectivement, elle rajoute à ça une richesse économique. Elle rajoute cette volonté aussi de diversification de son économie. Alors on a évoqué le volet énergétique qu'elle diversifie, et notamment en investissant dans le volet écologique. Elle diversifie aussi en investissant dans le domaine agricole. On est quasiment à 70% de souveraineté dans ce domaine. Et force est de constater que les années à venir
les choses vont encore progresser au vu des investissements qui sont en cours. On va rajouter l'effort fourni aussi dans l'industrie et notamment la sidérurgie. Cocorico, c'est, me semble-t-il, 2023, mais il faudra revenir sur les chiffres. C'est la première année où on va exporter de l'aluminium. On voit bien que l'Algérie consolide des acquis en termes de développement économique et se diversifie. Elle renforce aussi sa volonté de devenir aussi un pôle touristique. Me semble-t-il, cette année, il devait y avoir 4 millions de touristes. Les projections pour 2030 s'élèvent à presque 12 millions. Bon, l'Algérie explose, l'Algérie se diversifie, l'Algérie devient aussi un pôle d'innovation, des projets aussi de Silicon Valley, de villes start-up. Donc l'Algérie ose aussi dans ce domaine-là. Très bien. Badis Khnissa, une dernière question pour vous. On a aussi, parmi tous les exemples qu'on a cités depuis tout à l'heure, des méga-projets qui ont été réalisés et d'autres sont donc en cours de réalisation. On a aussi l'exemple des stations de dessalement d'eau de mer qui ont été réalisées avec la possibilité d'augmenter leur nombre si nécessaire afin d'assurer la sécurité hydrique, véritable enjeu de sécurité nationale et régionale. Quels avantages économiques, selon vous, peuvent découler de cet investissement dans les stations de dessalement d'eau de mer pour assurer justement la sécurité hydrique et soutenir les secteurs clés comme l'agriculture ou encore l'industrie? Il me semble que fondamental de rappeler qu'effectivement, nous vivons dans un contexte mondial de stress hydrique. Nous avons des guerres menées notamment à cause justement de la rareté de l'eau, notamment dans certaines régions. Je prends l'exemple du Nil. Donc le stress hydrique est un enjeu, est un challenge sur lequel le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019 d'ailleurs, a mis tous les moyens en matière d'investissement, mais aussi en matière de technologie, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, les stations de dessalement d'eau de mer sont faites exclusivement à 100% technologie algérienne. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a eu une feuille de route, un plan d'action mené à bien et rigoureusement, au vu justement, ce que je disais tout à l'heure, du caractère très sensible, mais surtout stratégique, notamment de ce secteur, et c'est pourquoi l'Algérie s'inscrit dans un élan justement de pouvoir, au même titre que la souveraineté énergétique, la souveraineté aussi alimentaire, qui est aussi cette souveraineté hydrique qui permet, force est de le constater, puisque elle est la clé de voûte, comme vous l'avez rappelé à juste titre, justement, de l'exploitation agricole, d'arriver à des exploitations agricoles massives, notamment et quasi à l'échelle industrielle, pour permettre non seulement de répondre à la demande nationale, mais surtout aussi, et là on revient un peu sur cet aspect de diversification économique, pour aller vers une agriculture exportatrice. Et d'ailleurs, le président de la République a mis des efforts, consenti beaucoup d'efforts notamment dans cet aspect pour justement sortir de l'exportation exclusivement rentière et aller vers des objectifs notamment à 26 milliards d'ici 2 ans sur l'exportation hors hydrocarbures. Donc oui, ces investissements sont des investissements qu'il faut pérenniser, ce sont des investissements aussi qu'il faut inscrire dans une démarche aussi environnementale, parce qu'il y a cette transition écologique sur laquelle aussi là, l'Algérie met un point d'orgue très important. Le président de la République l'a rappelé à maintes reprises, notamment sur au sein de la Sonatrach, mais aussi au sein des projets, notamment de grande envergure, où il y a cet aspect qui est toujours pris en priorité. Donc on le voit, une population qui a accès de plus en plus justement à l'eau potable, donc qui permet aussi de rassurer cette population, de consolider le front intérieur. C'est pourquoi je vous dis, c'est un secteur très stratégique et sur lequel d'ailleurs on est très épié, puisque, comme je le dis, c'est une tendance mondiale aujourd'hui qui est celui de pouvoir sécuriser et d'avoir sa souveraineté hydrique. Donc je reviens aussi sur si vous me permettez très rapidement et brièvement sur la diversification économique, je mets aussi en exergue un aspect fondamental qui est celui de notre communauté nationale établie à l'étranger, car
nulle diversification économique et surtout sur les nouvelles technologies s'il n'y a pas ce transfert de technologie algéro-algérien auquel nous assistons. Et là aussi, je parle sous le contrôle de vos invités puisqu'ils sont aussi issus de la diaspora, dans lequel il y a cet attachement et cette prédisposition de notre communauté à vouloir jouer pleinement un rôle prépondérant, non seulement dans l'investissement, mais aussi dans le transfert de technologies comme valeur ajoutée pour permettre justement l'essor, mais surtout aussi diversifier dans un écosystème favorable. Et là, je parle de la technologie, je parle des startups, de la numérisation, je parle de plusieurs secteurs innovants dans lesquels nous avons une matière première, une matière grise, algérienne encore une fois, qui permet aujourd'hui, à travers des investissements de temps, d'énergie, mais surtout aussi de financiers, pour encore une fois mener à bien le projet national et l'effort national qui est celui d'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse. Merci Badis Khnissa. Un dernier mot pour vous, Mohamed Benkhrouf, sur les attentes pour ces 5 prochaines années. Les attentes, comme l'ont bien dit mes camarades, que ce soit ici sur le plateau, Badis ou notre invité, même le président Tebboune lui-même s'est engagé, il y a 54 engagements personnels devant le peuple algérien à respecter, notamment en répondre en matière de lutte contre le chômage, pour le travail des jeunes, en particulier vous avez cité tout à l'heure 60% de notre jeunesse, parmi les 60% il y a peut-être 30% qui ne sont pas diplômés, donc il faut répondre favorablement à leurs attentes, parce que ce sont eux qui vont porter ce pays-là, ils vont travailler justement, participer à l'épanouissement de la modernisation de l'Algérie, notamment ils sont engagés à la construction de 2 millions de logements, donc ces 2 millions de logements, certes, peut-être ne sont pas suffisants, mais renforcer cette dynamique de répondre favorablement à l'écoute du citoyen algérien. Et je suis très fier parce que cette opération s'est déroulée dans des bonnes conditions et aussi avec beaucoup d'espoir que cette Algérie gagnera et vaincra, Inch'Allah. C'est tout ce qu'on espère. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent ce soir. Badis Khnissa, Nourdine Saadallah, Mohamed Benkhrouf et Nazim Sini. Merci encore une fois. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.